Il arrive que le destin d'un pays repose sur un geste invisible. Pas une charge, pas une révolte, juste un homme qui ne signe pas. Bienvenue dans Cityscape, une création sonore de Citizen. Voici l'histoire d'un souverain qu'on croyait docile, d'un regard qui ne cède pas, et dans ce refus, d'un peuple qui se reconnaît. Dans ce nouvel épisode, Mohamed V, celui qu'on a voulu faire taire. Nous sommes le 20 août 1953. Au Palais Royal de Rabat, l'air est lourd. On retient son souffle. Dans les couloirs, le bruit court. La France veut contraindre le sultan à l'abdication. Un souverain devenu trop populaire, trop proche des nationalistes et trop dangereux pour l'ordre colonial. Depuis qu'il a entrepris une grève des sceaux, entraînant une paralysie administrative, il défie ouvertement le pouvoir français. On lui demande de signer, il refuse. On menace, on propose un compromis, il refuse encore. Ce jour-là, face au résident général Guillaume, Ben Youssef ne hausse pas la voix. C'est un refus tranquille, mais ferme, un refus qui lui coûtera l'exil. Cabin crew, please be seated for takeoff. Quelques heures plus tard, le roi et ses enfants sont embarqués dans un avion militaire. Direction, la Corse. Au Maroc, l'annonce tombe comme une gifle. Dans les rues, on pleure. Parce que ce jour-là aurait dû être une fête. C'est Eid al-Adha. Le protectorat ne l'a pas anticipé, mais cette déposition entraînera une réaction en chaîne. Monarchie et peuple se trouvent désormais liés par une même cause. En novembre, la famille royale est transférée à Madagascar. À Antsirabe, elle vit dans une grande maison blanche. L'administration française croit avoir gagné. Loin du Maroc, le souverain n'aura plus d'influence, plus d'appui, plus de voix. C'est exactement l'inverse qui se produit. Un sultan fantoche, Ben Arafa, a été placé sur le trône. Quelques semaines plus tard, celui que les Marocains ont baptisé le sultan des Français échappe de peu à un attentat perpétré par un jeune peintre en bâtiment, Alal Ben Abdellah. Le geste avorte, mais le symbole frappe. L'exil n'a pas effacé le vrai souverain. Et puis surgit cette rumeur, magnifique et curieuse. Du nord au sud du Maroc, dans les villes comme dans les campagnes, de nombreuses personnes affirment avoir vu, la nuit, le sultan dans la lune. Sidna n'est pas parti. Sidna est là. Il veille sur nous. L'exil devient un amplificateur. L'absence va souder le pays et transformer le sultan en mythe. Pendant ce temps, à Madagascar, Mohamed V enseigne à ses enfants qu'on ne cède pas à l'injustice, mais qu'on la traverse. Ce n'est qu'une question de temps. Dans les couloirs discrets de Paris, les fonctionnaires français commencent effectivement à douter. Le Maroc s'embrase, les attentats, les grèves, les boycotts. La déposition du sultan n'a rien calmé, elle a tout aggravé. Alors commencent les négociations secrètes. D'un côté, des émissaires français qui cherchent une sortie honorable. De l'autre, des nationalistes marocains qui refusent de bouger sans la promesse du retour du roi. Et puis il y a lui, l'homme silencieux de Madagascar, qui ne cède pas un pouce sur l'essentiel. La souveraineté n'est pas négociable. On propose des compromis obscurs, des conseils mixtes, des demi-retours. Il répond toujours avec la même phrase « Le Maroc veut son indépendance complète ». C'est un bras de fer, un duel feutré, mais un duel décisif, auquel rien ne préparait les Français.
Car bien avant l'exil, bien avant Ansir Abbé et les négociations secrètes, il y a eu un enfant timide, studieux, bien loin de celui qui deviendra la figure centrale du nationalisme marocain. Son père, Moulay Youssef, est choisi par les autorités françaises en 1912, après la signature du protectorat et l'abdication forcée de Moulay Hafid. Avec ses 2 frères aînés, le jeune prince reçoit une éducation qui mêle tradition du palais, enseignement coranique, mais aussi culture française. On raconte qu'il écoute plus qu'il ne parle, qu'il observe, qu'il mémorise. Il n'a que 18 ans quand Moulay Youssef meurt soudainement. Le protectorat cherche un successeur docile, un jeune homme malléable. Les Français parient alors sur ce jeune prince discret et pieux, sans réputation politique. Le benjamin d'une fratrie qui n'était pas destinée à régner. Le 18 novembre 1927, Sidi Mohamed Ben Youssef est intronisé sultan du Maroc. Dans la salle du trône, il écoute les discours en silence. Personne ne devine encore que ce jeune homme, choisi précisément parce qu'on le croit faible, deviendra le père de l'indépendance. Ben Youssef commence son règne sous surveillance, étroitement encadré par le résident général. Mais quelque chose se fissure, petit à petit. Très tôt, il se montre attentif à la jeunesse qui conteste le protectorat. À Fès, à Rabat, à Salé, des réseaux commencent à se former et observent le jeune sultan. En 1930, le pays s'enflamme contre le daïr berbère. Le sultan ne peut rien dire publiquement, mais dans les coulisses, il exprime son désaccord. La jeunesse nationaliste y voit un signe, un premier alignement, une promesse silencieuse. Ils reconnaissent en lui un souverain qui ne les trahira pas. Puis viennent les années décisives. Le manifeste de l'indépendance en 1944, qu'il soutient à mots couverts, le discours de Tanger en 1947, et les confrontations directes avec les résidents généraux qui le jugent trop populaire et trop proche des nationalistes. Alors, quand arrive ce 20 août 1953, quand Guillaume exige la signature au palais royal de Rabat, ce n'est pas un sultan faible qui lui fait face. C'est un souverain que l'humiliation de son pays a marqué, un sultan que l'audace des nationalistes a éveillé et qui porte une idée devenue impossible à contourner. L'indépendance n'est plus négociable. Rabat, 16 novembre 1955. Depuis l'aube, une rumeur court dans la ville comme un courant électrique. Sur les terrasses, dans les ruelles, sur les toits, des hommes, des femmes et des enfants attendent. Pas bruyants, pas exaltés, juste là. Les yeux levés vers le ciel, la main en visière, comme si quelque chose devait se produire dans ce bleu parfaitement ordinaire. Personne ne sait exactement quand, personne ne sait pas où, mais tout le monde sait pour qui. Il revient. D'abord, c'est juste un bruit, un bourdonnement lointain. À cet instant, Rabat retient son souffle. La ville n'est plus qu'une attente suspendue, et un cœur qui, petit à petit, recommence à battre. Quand le Constellation atterrit, la scène est presque irréelle. Des dizaines de milliers de personnes ont pris spontanément la direction de l'aéroport de Rabat-Salé. Une marée humaine que le service d'ordre du protectorat peine à contenir. Quand Mohamed V apparaît à la porte de l'appareil, les acclamations fusent. Sur les 6 kilomètres qui séparent l'aéroport et le palais, ce sont plus de 600 000 Marocaines et Marocains qui se sont massés pour célébrer leur sultan revenu. Après 2 années d'exil injuste, Sidna est de retour.
Sur la place du Méchoir, on a dressé une estrade. Sidi Mohamed Ben Youssef s'avance et salue longuement. Il prononce quelques mots simples aux allures de prêche. La voix est calme, dans un registre presque religieux. Le souverain n'est pas revenu pour régler ses comptes, mais pour rassembler, pour apaiser, pour reconstruire. Entre Mohamed V et la France, la relation est complexe. Entre admiration personnelle, méfiance politique et intérêts contradictoires. Il sait que l'avenir du Maroc ne peut pas se construire sur une rupture totale. Alors il avance, ferme sur la souveraineté, mais ouvert au dialogue. Cet exercice d'équilibriste sera le fil rouge de son règne. Le retour du sultan ne se joue pas seulement à Rabat. Il se joue aussi dans une autre ville, plus brute, plus nerveuse. Là où la résistance a pris des allures de survie quotidienne, Casablanca. Le 18 novembre, Mohamed V prend le chemin des quartiers populaires, Carrière Centrale et Derb Sultan. Son nom n'a jamais cessé d'y circuler, même quand on risquait la prison pour le prononcer. Les Carrières Centrales sont spontanément rebaptisées Hi Mohammedi, le quartier de Sidi Mohamed. Comme si ce territoire marqué par les rafles, les grèves et les réunions clandestines retrouvait d'un coup un sens. Il devient le quartier du retour, le quartier de la fidélité. Le 26 février 1961, Mohamed V meurt à Rabat. Le pays est sous le choc. La veille encore, il travaillait, recevait, préparait les réformes à venir d'un pays nouvellement indépendant. Personne ne s'attendait à une disparition si brutale. Il entre à l'hôpital pour une intervention bénigne, une simple opération du nez, sans gravité apparente. Une chirurgie de routine. Mais quelques minutes plus tard, dans la salle d'opération, tout bascule. Une complication anesthésique, un arrêt cardiaque, et un geste médical qui devait être ordinaire devient irréversible. Allahu Akbar. Quand la nouvelle est annoncée, le pays n'y croit pas. Comment un souverain qui a tenu tête à un empire fauché non par un complot, non pas par un attentat, mais par un accident clinique. Une fin presque absurde, à 51 ans, qui ajoute encore au sentiment d'irréalité. Une vie qui s'arrête au moment où le Maroc libre commence à peine la sienne. Vous venez d'écouter Cityscape, une création sonore de Citizen. Une série qui explore les villes marocaines autrement, par l'histoire, la mémoire et la voix. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.com et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.